Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Alors, ravi de vous retrouver pour ce Mettez-vous d'accord avec nos invités jusqu'à midi. Nous allons débattre de plusieurs sujets. La France politique du déni, j'y reviendrai dans un instant. Qu'est-ce qu'on peut penser aussi du programme économique du nouveau Front populaire de la gauche, très critiqué hier par Bruno Le Maire. Et puis, peut-être l'avenir pour la droite française version LR, qui est morte d'après Bruno Retailleau, ou la droite version RN, l'extrême droite, avec Bardella et ses erreurs concédées hier. Comment dépasser le plafond de verre? Voilà 3 questions que nous essaierons de traiter d'ici à midi avec nos débatteurs que je vous présente immédiatement. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, puisqu'il est en région, à Marseille. On a le plaisir de trouver Jean-Luc Benamias, l'ancien élu Europe Écologie Les Verts depuis son pôle marseillais, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre donc du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc, vous nous entendez? Vous êtes là? Bonjour, je vais débrancher le téléphone. Eh ben, très bien, formidable, parce que vous restez avec nous. Et puis, alors, autre sensibilité, il représente le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est Samuel Lafont. Bonjour Samuel. Bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Et puis, nous attendons Thomas Alex-Hauser, qui sera là un peu, pas un peu, mais avec la sensibilité du bloc central, les centristes, il est conseiller départemental dans l'Eure. Et puis enfin, je dirais, pour représenter les citoyens, ceux qui passent à la caisse ou qui vont passer à la caisse. Donc tous les citoyens. Voilà, chacun d'entre nous, je dis ça par rapport au programme, hein, vous voyez où je veux en venir. Les contribuables associés, c'est Benoît Perrin. Alors on va commencer, bonjour Benoît, par vos coups de cœur ou coups de gueule. Alors moi je sais pas, peut-être commençons par le citoyen. Alors il faut être précis, Thomas Alex-Hauser est dans les embouteillages, c'est un peu compliqué à Paris, plus que jamais, donc il va nous rejoindre, on est à Boulogne-Billancourt à Paris, là, ici, il sera là avec nous dans quelques instants. Alors coup de cœur, coup de gueule, Benoît, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors j'ai choisi, une fois n'est pas coutume, un coup de gueule notamment sur les économies et les réformes qui sont en fait les grandes perdantes justement des résultats des dernières élections législatives. Et vous allez, allons-y, vous ouvrez déjà la porte et on y va à fond là. Exactement. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que justement depuis à peu près 2017, on n'avait jamais autant parlé de déficit, de dette, bref, jamais parlé autant de finances publiques. Et les résultats qui sont tombés privent en fait la France et les Français justement des réformes absolument indispensables. Mais de quoi pour redresser les comptes publics. Ouais, parce quoi? Que le vrai sujet c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on vous regrettez votre coup de gueule, c'est qu'on ne l'ait pas traité pendant la campagne, quoi. Non, le sujet c'est justement qu'il y a un paradoxe qui est qu'on n'en a jamais autant parlé depuis 2017 et qu'au final on ne fera rien parce que justement le Parlement qui est issu des résultats empêche justement toute réforme profonde, toute réforme structurelle de nos finances publiques. Et pourtant, jamais les Français n'en ont autant entendu parler via les médias. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les résultats du dernier gouvernement en termes financiers sont catastrophiques. Une dette qui explose, des déficits qui dérapent, taux de croissance relativement bas. Bref, donc les Français, enfin, ont pris conscience que les finances publiques ont un impact concret sur leur vie, puisque, je le rappelle, la charge de la dette d'ici 2 ans va être le premier poste budgétaire de l'État. Autrement dit, on va dépenser autant d'argent à simplement rembourser les intérêts de notre dette que d'argent qu'on va consacrer à l'école. Deuxième point hyper important, pardon, et ça on n'en a pas assez parlé. Deuxième point sur ce coup de gueule. Sur ce coup de gueule, exactement. Les réformes qu'on fait pas. Et deuxième point, c'est surtout la pression en plus de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, on est rentré, on n'en a pas assez parlé, début juin, dans une procédure. La Commission européenne nous a enjoint en fait de redresser nos comptes et on est rentré dans une procédure pour déficit excessif. Donc l'Union européenne est à nos portes et si on ne redresse pas nos comptes, l'Union européenne va nous appliquer une sanction de 2,5 milliards. Et dernier point, les marchés sont aussi à nos portes. Ils regardent vraiment très consciencieusement ce que le prochain gouvernement va faire et si on ne prend pas les mesures adéquates, on va avoir des taux d'intérêt qui vont monter et encore des finances publiques qui vont s'aggraver. Je vais prévenir nos 4 chroniqueurs que vous n'allez pas faire comme Benoît Perrin et en profiter parce que je suis le petit nouveau qui remplace Valérie Expert. Vous n'allez pas me prendre l'antenne comme ça pendant des minutes et des minutes. Il a été trop long. Un coup de cœur, un coup de gueule, c'est pas déjà une théorie et une thèse. Donc on y reviendra tout à l'heure. Je vais pas vous lâcher. Il va falloir que vous alliez un peu plus loin, mais là vous en avez déjà presque trop dit. Allez, on file à Marseille. Jean-Luc Benamias. Jean-Luc, vous, c'est un coup de gueule aussi. Alors, vous n'êtes pas très généreux. Pas vraiment. Bon, le terme coup de gueule est impropre. C'est juste par rapport aux instituts de sondage, aucun d'entre eux, aucun institut, n'avait prévu que le nouveau Front populaire soit en tête. Alors, effectivement, analyser. Du coup, c'est bien parce que vous avez eu le moyen de faire une surprise. Pardon ?
Pour vous, c'est bien. Vous avez déclenché un choc, une surprise dimanche soir. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est juste pour dire que analyser un second tour avec notamment le principe des désistements républicains était quasiment impossible pour quel que soit l'institut. Et forcément, analyser que 45% de l'électorat de Ensemble ou de Renaissance allait se désister pour le nouveau Front populaire, analyser que... Enfin, tout ça était absolument pas analysable. Voilà. Mais juste pour dire que... Alors, je sais que les dirigeants des instituts de sondage sont extrêmement prudents en dehors du sondage qu'ils annoncent. Ils disent à chaque fois, attendez, c'est une projection possible. C'est pas une projection obligatoire. Donc voilà, c'est ni méchant ni gentil. C'est pour dire qu'il faut faire toujours attention, évidemment, avec les instituts de sondage. Et on l'a vu aussi au soir du second tour, entre les éléments qui sont apparus au départ et puis la finalisation, il y avait quelques changements, mais c'est d'habitude. C'est comme d'habitude. Alors, en même temps, on a eu ce débat hier avec Frédéric Dabi de l'IFOP. Non, mais vous avez tout à fait le droit d'y revenir ce matin, Jean-Luc. Simplement, Frédéric Dabi, et je relais en quelque sorte ses arguments pour essayer de rajouter à votre coup de gueule, finalement, il nous a dit, comme vous venez très honnêtement de souligner, Jean-Luc, en effet, d'abord, on a eu très peu de temps, et puis la mécanique des désistements a faussé, au fond, l'analyse dans un délai si court que c'était impossible. Il faut dire quand même que IFOP, pour Fiducial, pour TF1, pour Sud Radio, avait tout de même anticipé l'idée des 3 blocs et d'une dimension assez incontournable. Alors j'en viens à Samuel Lafont. Samuel Lafont, vous aussi, allez, on prend la formule coup de gueule. Précisément, on est sur le même terrain, vous, pas celui des sondages, mais celui de la conséquence liée au mode de scrutin. Au mode de scrutin, effectivement. Le mode de scrutin, c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est malheureusement très peu discuté en sciences politiques et très peu discuté en sciences politiques et discuté en philosophie politique, mais qui est très peu discuté parmi les partis politiques, alors que c'est la règle du jeu. On parle de proportionnel non-stop depuis dimanche. Je veux dire, moi, ça fait 4 ans que je travaille le sujet et en fait, on a l'impression qu'on parle de la règle du jeu quelques jours après le résultat et qu'après on n'en parle plus pendant 5 ans. Alors que c'est fondamental. Il faut bien que les Français comprennent. Il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui se sentent volés. Il faut se mettre à leur place. Ils avaient l'impression que le camp patriote allait être largement devant au second tour, et en fait ils se rendent compte que finalement le nombre de députés qui ont été remportés par rapport au score du premier tour ne correspond pas à ce qu'ils attendaient. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce mode de scrutin, c'est très important, il faut le comprendre, on n'en parle pas assez. Les dés sont pipés, d'accord ? C'est comme si vous jouiez au foot avec une équipe de 5 personnes contre 11 personnes, et qu'à chaque fois vous perdiez, que vous posiez pas la question. C'est une opinion, mais la Constitution, elle est là. Oui, mais tout est possible. C'est une règle qu'on connaît depuis 58. Si vous voulez bien me laisser terminer, on peut changer le mode de scrutin. Je vous parle du mode de scrutin. Qu'est-ce qui se passe comme mode de scrutin dans le monde ? Le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. C'est-à-dire le scrutin qu'on a aujourd'hui pour l'élection du président de la République. Et également des députés. Et le scrutin qui est le plus utilisé dans le monde pour la présidentielle. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Mais pour les législatives, le mode de scrutin qui est le plus usité, c'est la proportionnelle. Dans le monde, et en Europe en particulier, en Europe, vous avez beaucoup de proportionnels et un peu de système mixte. Je vais vous dire rapidement pourquoi le mode de scrutin... Non, on va y revenir après. C'est important. Oui, je vous promets que je vous redonnerai la parole, mais moi, il faut que je tienne les horaires. Vous avez 5 secondes. Il faut que 5 secondes. Non, il y a 3 problèmes avec le mode de scrutin actuel. Le mode de scrutin actuel est anticoncurrentiel. Il ne permet pas l'émergence de nouveaux partis. Et représente très mal les Français. On reviendra sur ce débat, je vous le promets, parce qu'il est passionnant et il est clé dans ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis dans un instant, Thomas Exaloster qui reviendra lui aussi sur son coup de gueule ou son coup de cœur. Mais d'abord, une pause. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord avec nos 4 invités ce matin. 3 sensibilités différentes, je dirais celle qui arrive aux affaires. C'est l'ancien élu vert, Écologie Les Verts, Jean-Luc Benamias, en direct de Marseille avec nous. Jean-Luc, le porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, Samuel Lafont qui est avec nous, qui va revenir sur son coup de gueule dans quelques instants. Thomas Elexoser, qui est secrétaire général Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure et chef d'entreprise par ailleurs. Et puis celui dont je dis qu'il représente la société civile, les citoyens et j'ai dit tout à l'heure ceux qui passent à la caisse. On va parler beaucoup d'économie ce matin. C'est Benoît Perrin. Alors Samuel Lafont, vous nous avez dit, on parle pas assez de la proportionnelle, on parle pas assez du mode de scrutin, avant, après, pendant, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il faudrait en dire ? Alors pourquoi il faut parler du mode de scrutin ? Simplement parce que ce sont les règles du jeu. Quand vous jouez une partie de foot, vous avez envie de savoir comment est-ce qu'on gagne le match. Comment est-ce qu'on gagne le match ?
On n'en discute jamais et le principe dans les esprits est le suivant, c'est en fait on ne peut pas en changer ou il est foncièrement bon. Et on nous dit souvent que le mode de scrutin actuel en France, qui est vraiment minoritaire dans le monde pour élire les députés, le scrutin uninominal, on est une personne majoritaire à 2 tours et 2 tours, qui est minoritaire dans le monde, très peu utilisé, c'est plutôt un scrutin pour élire un président, on choisit au premier tour, on élimine au second, et bien ce mode de scrutin, il ne permet pas de représenter bien les Français. On sait qu'il y a une vraie déformation électorale qui frustre électoralement. Vous avez des docteurs en philosophie politique il y a un sens politique qui le disent encore actuellement. Il y a une frustration électorale de personnes qui sont déplacées, qui ne voudront plus se déplacer parce qu'ils se sentent pas représentés. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas que à droite, mais par exemple, Éric Zemmour en 2022 fait 2,5 millions de voix. Il n'a pas de député à l'Assemblée derrière. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un libertarien aussi à l'Assemblée nationale. Par exemple, je suis pas du tout libertarien. Il pourrait y avoir des maoïstes, il pourrait y avoir différentes sensibilités. Il n'y en a pas. Alors non seulement on n'a pas de majorité. Le fait est qu'aujourd'hui, élection anticipée 2024, on n'a pas de majorité claire. Mais en plus, les Français sont mal représentés. Et surtout, ce qui est plus pernicieux à long terme, c'est que ce système empêche l'émergence de nouveaux partis politiques. Et donc, il est anticoncurrentiel. Il ne pousse pas les partis actuels à se bouger pour les Français. Je ne sais pas qui veut réagir sur... Je veux bien. Alors Jean-Luc, franchement, on a l'impression... Le côté paradoxal de la situation maintenant de l'Assemblée, c'est que sans la proportionnelle, nous avons une Assemblée comme si elle était élue à la proportionnelle, avec un nombre de groupes représentés ou de sous-groupes représentés qui représenteraient à peu près, au chiffre près, les candidatures qui auraient existé si la proportionnelle existait. Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que nous sommes très spécifiques. La France, au niveau de l'Union européenne, je pense à l'Europe des 15, l'ancienne Europe des 15, la façon de gouverner, on va la prendre là. C'est-à-dire, comment faisons-nous des coalitions? Et dans le système majoritaire, c'est extrêmement difficile et on le voit. On n'a pas de porte de sortie extrêmement simple dans l'Assemblée d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec Samuel Lafont sur l'idée du fait que ce scrutin majoritaire est dépassé? Je peux être d'accord avec Samuel Lafont, mais alors, dans ce cadre-là, par rapport au Reconquête et par rapport au RN, eh bien, le RN aujourd'hui est représenté à sa juste part. Non, il a perdu 10 points. À sa juste part des 30% qu'ils ont fait au premier tour. Jean-Luc, il a perdu 10, il a fait 36%, enfin, le camp. Oui, d'accord, pas loin. 10 points, voilà. Plus ou moins 10 députés. Et ce sont les macronistes qui ont vraiment une représentation beaucoup plus importante que ce qu'ils devraient avoir. Puisqu'il y a eu des désistements républicains. Oui, c'est le souci, effectivement, des désistements. Mais il y a aussi un autre élément qu'on ne voit pas. Moi, je vous parlais du fait que ça empêche l'émergence de nouveaux partis. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé aux Pays-Bas? Ça n'a pas empêché. Non, mais vous vous rappelez ce qui s'est passé aux Pays-Bas quand on a parlé du mouvement des agriculteurs? Pourquoi ça en a autant parlé? Parce qu'aux Pays-Bas, il y avait des élections qui arrivaient et qu'il était possible que si jamais se crée un nouveau parti qui soutenait les agriculteurs, il puisse avoir des élus et donc menacer les partis en place. Pourquoi les Gilets jaunes ont inquiété personne en France? Parmi les politiques qui étaient en place et qui ont été malheureusement très peu écoutés, les Gilets jaunes, alors qu'ils parlaient du pouvoir d'achat et de leur quotidien. Chacun de ceux qui chez eux voulaient être candidats ont été bâchés par leurs collègues. Parce qu'il y avait très peu de possibilités pour ces gens-là d'avoir des élus, même quelques-uns, 3, 4, 5, mais pour commencer à représenter quelque chose. Clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'avis qui se rejoignent ce matin. On est arrivé à la fin d'un exercice sur le fonctionnement de nos institutions. Et vous aussi, vous dites ça. Je le dis clairement. Ça, c'est votre coup de cœur à vous ou votre coup de gueule à vous? C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule pour la démocratie, pour la colère que je vois aussi monter dans le pays. On est arrivé à la fin d'un exercice qui fait que ce n'est pas normal qu'un parti politique comme le RN, qui rassemble plus de 11 millions d'électeurs, se retrouve troisième force représentée à l'Assemblée nationale en nombre de députés. Il n'a jamais eu autant de députés de son existence. Oui, mais ça ne représente pas le nombre de voix, le nombre d'électeurs qui se sont déplacés un dimanche de juillet et de juin pour mettre un bulletin RN. Les gens n'ont pas choisi des personnes, ils n'ont pas choisi des députés, ils ne savaient même pas qui étaient leurs députés. Moi, j'ai fait une campagne sur mon nom, j'ai vu ce que ça a donné, j'ai fait 11. J'ai pas mis de logo, mais j'ai fait que sur mon nom, j'ai fait 11. Et les gens, désormais, il y a une colère profonde dans le pays, qui est de se dire que ma voix n'est pas entendue, ma voix n'est pas respectée. Et j'appelle à une réforme des institutions très large, qui doit se travailler de tous les partis politiques pour une mise en place de la proportionnelle. Est-ce qu'elle doit être intégrale ou partielle? Je ne le sais pas aujourd'hui. Il faut se poser la question. Il faut réduire le pouvoir du chef de l'État qui a tant de pouvoir, qui est un des chefs de l'État qui a le plus de pouvoir dans le monde. Mais il faut entendre la colère et je pense qu'il faut se poser de sérieuses questions sur une réforme institutionnelle qui doit être prise en charge par les partis élus aujourd'hui à l'Assemblée. Alors c'est quand même formidable parce que ce matin sur Sud Radio, je ne sais pas si Gabriel Attal, le président de la République,
où Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen nous écoutent, mais on va voir si les chefs de parti vont prendre acte de ce fait. Mais sur Sud Radio ce matin, finalement, le centriste que vous êtes, Thomas et Alex Auxerre, Samuel Lafont, vous qui êtes plutôt à l'extrême droite de notre... Ouais, si vous voulez. Et puis, donc, Jean-Luc Benamias, qui fait partie de ce Front Populaire, en tout cas qui l'a soutenu. Eh bien, tous les trois, vous êtes d'accord. Vous êtes tous les trois d'accord pour finalement appeler, sinon à une 6e République, du moins à une évolution drastique de nos institutions. Ça, c'est quand même quelque chose. Benoît Perrin, comment vous réagissez-vous à ces suggestions et ces critiques d'abord? Ce qui me frappe, c'est quand même, on le sait déjà depuis très longtemps, il y a un fossé qui se creuse entre les représentants politiques et le peuple. Et là, je crois qu'il y a 2 phénomènes qui ont été marquants. Le premier, c'est effectivement avec les désistements. C'est quand même compliqué de dire qu'il n'y a pas eu un petit tripatouillage électoral, et donc je comprends quand même que les Français aient l'impression que les partis politiques... Donc vous êtes sur la même ligne, hein, et fait... Ah bah, je crois que oui. J'ai pas appelé ça tripatouillage, hein. Bon, en tout cas, il y a eu des arrangements qui sont, voilà. En tout cas, je pense que de nombreux Français ont trouvé les désistements pas très démocratiques. Premier point. Deuxième point, et là, je rejoins ce qui a été dit auparavant. Il suffit de regarder en fait le nombre de voix et le nombre de sièges. Le premier parti, c'est donc le Rassemblement national qui obtient 10 millions de voix. Ils ont 143 sièges. Deuxième parti, c'est le Nouveau Front Populaire, 7 millions de voix. Donc 3 millions de voix de moins, ils ont 180 sièges, c'est donc le plus gros groupe. La majorité présidentielle a 6,5 millions de voix, ils ont 159 sièges. Et les Républicains qui font entre guillemets que 2,5 millions de voix, ils ont 67 sièges. Autrement dit, les Républicains ont la moitié du nombre de sièges du Rassemblement national et font 4 fois moins de voix. C'est vrai qu'on est quand même obligé de se poser la question de est-ce que finalement l'Assemblée nationale représente bien le vote des Français? Il y a une déformation totale. Le paradoxe, y compris pour des gens comme moi qui ont une culture gaulienne, gaulliste, c'est que l'argument qui défendait la 5e depuis des années, c'était de dire que ça permettait des équilibres et finalement une majorité. Là, c'est fini, c'est foutu. Alors, c'est quoi la solution? C'est le vrai sujet, parce qu'en fait, ce qu'on entendait, moi, depuis des années, j'entends... Qui était légitime, ça fonctionnait. Complètement. Moi, j'entends des militants de droite depuis des années me dire on peut pas changer. C'est fou, on peut changer, c'est les hommes qui choisissent en démocratie, et qui disent c'est le meilleur mode de scrutin, sans jamais parler des autres, sans comparer, sans parler du uninominal majoritaire à un tour comme en Angleterre, qui à mon avis est un mauvais, je le dis ici, c'est un mauvais mode de scrutin qui simplifie les idées, je vais vous en parler, qui simplifie trop les idées, parce que j'entends des influenceurs de droite en parler aujourd'hui. Le mode de scrutin anglais est un mauvais scrutin, il simplifie trop les idées, il crée artificiellement un système bipartisan, où vous êtes soit chez les conservateurs, soit chez les travaillistes. C'est extrêmement dur de faire entendre de nouvelles idées, je pense que c'est un mauvais système. Le bon système, et qui est le plus répandu, c'est un système de proportionnel, et à titre personnel, moi je suis pour une proportionnelle par département. Par département, par liste, par département. Et vous avez, je peux vous donner un exemple. Après, on peut discuter des modalités, mais simplement le principe d'abord. C'est celui qui est le premier, le plus en avant, qui gagne. Au premier tour, il y a un seul tour. D'abord, pour faire accepter un nouveau mode de scrutin, il faut que le mode de scrutin soit simple et compréhensible par tout le monde, et qu'on puisse dire, voilà, ça paraît juste tout de suite. Par département, l'avantage, c'est qu'on garde des circonscriptions qui sont comprises par les gens qui connaissent. Les gens connaissent leur département. Alors que si vous avez demandé à n'importe qui dans la rue quelle est votre circonscription, personne ne la connaît, parce qu'en fait, elle est le fait de plusieurs tripatouillages à arrangements géographiques. Donc, par département, c'est un avantage, c'est que ça continue de représenter les territoires. Mais qui gagne alors? Eh bien, vous avez plusieurs listes, et on regarde selon le résultat proportionnel qui a le plus de sièges. Par exemple, dans le Nord, vous avez 21 députés dans le Nord, vous en avez 18 à Paris. Eh bien, avec un système comme ça demain, un nouveau parti peut émerger, avec un député peut-être dans le Nord, un député à Paris, et donc commencer à exister. Uniquement dans les grands départements. Je pense à la Lozère, où il y a 2 députés, et il n'y a pas de proportionnel. On est au système majoritaire dans ces cas-là. Non, dans les seuls départements, la seule solution, c'est une proportionnelle nationale. Il s'agit bien à ce niveau-là de voir quels sont les courants politiques réellement existants dans le pays. Alors mettez-vous d'accord, on va se retrouver dans un instant, mais d'abord une petite pause, vous êtes sur Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Avec vous Thierry Guerrier pour Mettez-vous d'accord, et je vous propose avec nos invités, nos 4 chroniqueurs, Samuel Lafont, de porte-parole de Reconquête, Jean-Luc Benamias, ancien élu Europe Écologie Les Verts, Thomas Exel-Auxerre, secrétaire général des centristes, conseiller départemental de l'Eure, et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Tous les 4, je vous propose de revenir sur l'état dans lequel nous nous trouvons ce mardi matin. Et j'ai appelé ça la France politique du déni. Quel déni? D'abord, tout de même, il faut bien en prendre acte. Il part à Washington, très bien, il y a l'OTAN, c'est sa mission. Mais le président de la République,
peut peut-être se demander s'il ne fait pas comme si rien ne s'était passé dimanche. Parce que pour l'instant, même si la Constitution l'autorise à se comporter de cette façon, voilà, c'est le premier déni. Puis le deuxième déni, c'est quand même le Front populaire, qui refuse de voir qu'il n'a pas de majorité absolue et donc pas de majorité suffisante, avec moins de 200, autour de 200, et qui se refuse à construire une coalition au-delà de ces 178, 180 députés selon la façon dont on compte. Alors, Thomas Exeloster. La situation, c'est impossible de la résoudre. Aucun bloc ne peut avoir de majorité, aucun bloc ne dépasse 200 députés. Moi, j'en viens presque à dire que le camp présidentiel devrait pencher à gauche. Puisque même si je conteste la manière dont s'est déroulé ce second tour avec ces 200 désistements, malgré tout, c'est une majorité d'avance du bloc de gauche, et que c'est vers ce bloc de gauche que le gouvernement devait tendre, avec un Premier ministre de gauche et avec un gouvernement de la majorité présidentielle avec la gauche. C'est peut-être ce qui va se passer. Il va peut-être appeler une première ou un Premier ministre de gauche. Les idées défendues par le nouveau Front populaire sont impossibles à mettre en place. Le SMIC à 1500 euros conduirait à une crise économique. 1600 euros conduirait à une crise économique. Mais pour moi, je ne vois pas d'autre solution pour le président de tendre la main vers un Premier ministre de gauche et de faire en sorte que sa majorité travaille avec ce bloc de gauche, même si c'est pas ce que les Français veulent. Les Français veulent de l'ordre, de la sécurité. Malheureusement, on a une majorité de gauche à l'Assemblée. Je vois pas comment il peut faire autrement. Samuel Lafont. Alors, quand on regarde, il y a des tests qui ont été faits de coalition. Tout est possible. Tout est possible. Le gouvernement préfère une coalition avec de la gauche sans LFI, avec l'ensemble de la gauche, avec la droite. Il peut très bien faire. Je rappelle encore une fois que c'est le camp patriote qui représente le mieux les Français, avec notamment le RN et LR aujourd'hui qui sont à l'Assemblée. Avec Reconquête, on n'a pas de député, mais on a soutenu Mordicus au second tour pour avoir le plus d'élus possible patriotes à l'Assemblée. Il peut très bien avoir une alliance à droite. Et tout est possible aujourd'hui. Ce que fait actuellement ce nouveau Front populaire, c'est de faire croire, mais c'est le jeu pour eux, de faire croire qu'en fait, ils sont suffisamment forts pour être majoritaires, et donc ils vont avoir le Premier ministre et qu'ils vont mettre en place leurs mesures. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est au camp de droite, aux patriotes, de dire, regardez, on défend mieux les intérêts des Français, on peut gouverner, il faut s'entendre. Malheureusement, parce qu'avec cette Assemblée qui permet pas d'avoir de majorité là, on peut s'entendre avec des gens plus centristes, et il faut qu'ensemble, on arrive à obtenir au moins le minimum, c'est-à-dire si ce n'est arrêter de tout de suite l'immigration, au moins réduire l'immigration, rétablir très rapidement la sécurité, et puis baisser les impôts, en tout cas éviter qu'ils augmentent avec les mesures que nous propose le Front populaire. Et Jean-Luc Benavias, ce matin... Si la situation est simple, je pourrais être simple. Elle n'est pas simple du tout. Alors... Je me suis dit, c'est pas une surprise. On est nombreux, notamment sur Sud Radio, à l'avoir annoncé à l'avance. C'était pas, il n'y avait pas de secret par rapport à tout ça. Nous sommes en absence d'une majorité stable. Ok. Il était bien évident que le nouveau Front populaire joue le jeu, là. Après, quelle majorité possible? Moi, je crois qu'il y a des majorités possibles sur un certain nombre de thématiques. Et donc, la thématique, notamment sur la pauvreté, la thématique sur l'augmentation des salaires. Je rappelle juste que le programme du Front populaire, du nouveau Front populaire, est moins à gauche que le programme de M. Mitterrand en 1980. C'est-à-dire que les propositions... C'est une référence, vous trouvez ça? Heureusement. Pardon? C'est une référence, ça, vous trouvez? Pour moi, c'est une référence. La France vous l'avez compris. J'ai pas de problème avec ça. La France avait un budget positif juste avant l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, et on est à 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. Non, il y avait, rappelez-vous qu'il y avait une inflation à 15%. 14%. Et Jean-Luc, les recettes nouvelles promises par Jean-Luc Mélenchon ne tiennent pas. C'est pas je parle pas de Jean... Est-ce que j'ai parlé de Jean-Luc Mélenchon? Oui, mais hier soir, il a déroulé sa feuille de route de gouvernement sur LCI, où il s'est présenté comme l'homme prêt à gouverner. Ce ne sera pas lui qui sera Premier ministre s'il y a Premier ministre de gauche. Moi, je pense qu'il faut une femme. J'ai quelques noms en tête, mais je pense qu'il faut une femme. On veut les connaître, Jean-Luc. On veut les noms. C'est assez facile. Najat Belkacem, Marine Tondelier, et pourquoi pas Madame Duflot. Je sais pas, ce qui vous fascine chez Marine Tondelier, elle a des phrases qui sont à peu près cohérentes, ouais, en effet, mais enfin, elle propose... elle est montée dans l'opinion publique en 3 semaines de temps. Elle est montée chez les chroniqueurs médias, surtout, dans les médias. Glucksmann aussi, il est monté dans l'opinion publique, et Glucksmann, il est arrivé en tête des européennes, et c'est malgré tout LFI qui a eu la majorité des investitures. Moi, il faut m'expliquer comment est-ce que la gauche travaille ensemble. Que si jamais Glucksmann avait fait une alliance socialiste vert communiste, et avec Glucksmann Premier ministre,
ministre, la gauche gagnait largement ces élections législatives anticipées. Mais le problème, c'est que la gauche est fourvoyée avec ces personnes de LFI. On va pas reprendre le débat. Mais c'est un vrai sujet. Mais c'est un vrai sujet, parce que la gauche avait une occasion historique de gagner ces élections. Revenons à la France du déni. Jean-Luc, c'est assez cocasse parce que vous faites finalement comme les autres, comme toutes les leaders de ce nouveau Front populaire, vous faites quoi? Vous refusez de voir que dans nos institutions, la question de l'incarnation au lendemain du scrutin, donc du futur premier ministre, donc du futur locataire de Matignon, est fondamentale. Et pour que le président choisisse, il faut que le bloc qui a gagné, le premier, il faut que le bloc en question lui désigne un minima un personnage. Et pour l'instant, aucun d'entre vous n'a le courage de dire ce sera un tel ou une telle. Vous avez vos propres choix, mais bon. Et donc vous fuyez, vous bottez en touche. Non, je ne fuis rien. Alors l'incarnation, c'est qui? Et n'empêche que pendant ce temps-là, comme l'a très bien dit Thomas Exeloser, finalement, Mélenchon s'impose en boss. C'est lui le patron une fois de plus. Faut arrêter avec ça. Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Mais il y a 2 ans, vous avez fait campagne sur le fait Mélenchon à Matignon. Les députés de la NUPES ont été élus sur Mélenchon à Matignon il y a 2 ans. Et hier soir, Jean-Luc Mélenchon a dit le programme de 2022 est toujours valable. Benoît Perrin. Absolument pas. Mais ça, on peut toujours faire peur avec Jean-Luc Mélenchon. Ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il fait peur. Mais Jean-Luc Mélenchon, il représente 50% des élus du bloc de gauche. On est quand même tous en droit de se poser la question du rôle de Jean-Luc Mélenchon demain. Je crois que c'est à peu près 47% des sièges. 47% des sièges du nouveau Front populaire. Mais l'alliance, c'est vraiment de la petite boutique. Excusez-moi. Oui, mais c'est de la boutique, mais on est en droit de se poser la question quand même. Vert, PS est plus importante que l'alliance que la France Insoumise. Ah oui, mais Marie-Antoine, elle n'est pas socialiste. C'est pourquoi cette gauche-là doit se séparer de Jean-Luc Mélenchon, qui tient des propos insupportables. Et je pense, pour l'intérêt de la gauche, mais surtout pour l'intérêt des Français, là, on est encore dans le scénario de dire qu'en fait, il faudrait avoir un Premier ministre de gauche. Non, on peut très bien avoir un Premier ministre, je ne dis pas qu'il serait RN, vu la situation actuelle, mais on peut très bien avoir un Premier ministre qui soit de droite ou de centre-droit. Et enfin, parce qu'il faut vraiment il y a les JO à gérer. Je rappelle qu'il y a les JO à gérer. Et en plus, derrière, il faut qu'absolument on rétablisse la sécurité dans notre pays. C'est extrêmement important pour les Français. Il faut qu'on baisse les impôts, il faut qu'on stoppe l'immigration. On peut le faire dès maintenant. Donc en fait, il faut absolument avoir un Premier ministre de droite. Vous n'avez pas de solution. Il n'y a pas de solution pour l'immigration. Jean-Luc, Benoît Perrin. Alors je crois qu'il faut rappeler, pareil, il faut partir des chiffres. Le nouveau Front populaire, c'est 32% des élus. La majorité présidentielle, 29% des élus. Le Rassemblement national, 25% des élus. Donc c'est sûr qu'en termes de majorité relative, c'est sûr que le nouveau Front populaire a gagné. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder la composition de l'Assemblée pour s'en apercevoir. Thomas le disait tout à l'heure. Après, je pense que par les jeux d'alliance, on va avoir une espèce de basculement de l'adversaire. On a bien compris que l'adversaire pendant les élections législatives, c'était le Rassemblement national. Ça, on a bien compris. Tout le monde s'est opposé à lui. Et j'ai l'impression qu'on va maintenant avoir un nouveau basculement. Maintenant que le Rassemblement national est mis de côté, on va le bloc central va avoir comme nouvel adversaire le nouveau Front populaire et va tout faire pour l'empêcher de gouverner. Je crois que c'est une évidence. Deuxième point... Non, il lui propose de gouverner avec lui, ce qui n'est pas pareil. Comment ça? Le bloc central, finalement, lui fait des suggestions. Regardez Bayrou hier qui dit oui, mais sans LFI. Retrouvons-nous. Sans LFI. Ah bah oui, clairement. Sans LFI, qui encore une fois représente 50% du nouveau Front populaire. Et ce que je crois, c'est que c'est la force de la gauche, c'est qu'ils ont réussi à s'allier avant et ils s'engueulent après. Et ça, c'est une vraie force. Ça va tenir combien de temps? Ils s'unissent, ils gagnent, ils s'engueulent. Et le vrai sujet, c'est exactement celui que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'incarnation. Et je crois que la gauche est suffisamment intelligente pour le coup, pour réussir à sortir du chapeau d'ici quelques jours un Premier ministre. Ils ont réussi à s'allier en 48 heures. Personne n'aurait pensé avant les élections qu'ils arriveraient à construire cette espèce de bloc tout à fait hétéroclite. Ils l'ont fait. Donc je vois pas pourquoi, au nom justement de cette culture de l'union, ils n'arriveraient pas à nous sortir quelqu'un du chapeau. Mais je ne crois pas pour autant que Emmanuel Macron choisira la personne désignée. Et dernier point, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, ça. Pour le coup, moi, je pense que il y aura c'est mon dernier point justement. Je pense que la majorité présidentielle va réussir à piocher individuellement des gens dans le bloc justement du nouveau Front populaire, des écolos, des socialistes, et va réussir à constituer une majorité centrale hors LFI. Vous allez peut-être un peu vite, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait eu la première étape, c'est-à-dire le constat de l'échec. Ça veut dire
c'est-à-dire que on doit désigner la personne qui est proposée par le groupe qui est majoritaire, en tout cas qui est le premier. Puis derrière, on le laisse faire, ou on la laisse faire. Et puis finalement, une motion de censure, tac, l'échec est reconnu, et on recommence. Et c'est là où vous avez raison. Vous avez raison. Vous auriez peut-être raison, mais dans un deuxième temps, il faut pas aller trop vite. Mais ce qu'il faut aussi, la mécanique est là. Vous avez complètement raison. Mais ce qu'il faut aussi préciser sur la motion de censure, c'est que la motion de censure, elle ne peut exister qu'à partir du moment où vous avez une majorité absolue. Est-ce que vous envisagez un quart de seconde que le bloc présidentiel et le Rassemblement national s'uniront pour voter ensemble une motion de censure? J'y crois pas une seconde. Non, mais c'est pas ça que propose Bayrou, ce que propose Attal. Ce que je veux dire par là, c'est que la motion de censure, elle sera très difficile à accoucher, précisément parce que au moins des blocs devra s'allier avec le Rassemblement national pour la voter. Et je crains que ça n'arrive jamais. Ils ont déjà voté ensemble dans l'ancienne législature. On continue. On continue dans quelques instants, mais d'abord, on est sur Sud Radio et on passe par une pause publicitaire. C'est parti, Sud Radio. Mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Et dans Mettez-vous d'accord, ce matin, nous avons 3 sensibilités très très différentes avec l'ancien élu vert Jean-Luc Benamias, qui est en direct avec nous de Marseille, Samuel Lafont du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui est porte-parole, et Thomas Elexhauser des centristes, qui est secrétaire général du groupe Les Centristes et conseiller départemental dans l'Eure, c'est-à-dire un élu départemental. Et puis Benoît Perrin, qui est avec nous et qui lui représente la société civile avec les contribuables associés. Je vais vous proposer de revenir sur le programme économique du Front Populaire, Jean-Luc notamment, et puis très critiqué hier par Bruno Le Maire, qui l'a violemment critiqué en considérant qu'au fond, il nous mènerait à une crise financière. C'est ce que dit l'actuel ministre des Affaires courantes de l'économie. Je voudrais vous livrer quand même 2 choses. Les Échos ce matin, son titre, c'est « Les entreprises ont peur d'une chose, c'est l'instabilité ». Dans un contexte où, par ailleurs, avant même les élections, depuis 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 2024, le nombre global d'entreprises en faillite a bondi de près de 20%. Alors, dans ce contexte, vous rassurez pas, Jean-Luc, avec le Front Populaire et vos propositions de passer à 1600 balles. C'est amusant d'avoir des leçons de monsieur Le Maire. La France est surendettée. Vous venez de le dire. Il y a des licenciements, il y a des boîtes qui ferment. Et après avoir créé 200 000 emplois, plus de 200 000 emplois en 7 ans quand même. Pardon, mais ça d'accord, mais les pertes d'emploi n'ont pas été compensées. Donc, le programme du nouveau Front Populaire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme relativement sobre, c'est un programme démocrate social-démocrate, assez qu'on peut retrouver en Espagne, qu'on peut retrouver au Portugal, pas à Londres, qu'on va sans doute retrouver d'ailleurs pas loin en Angleterre maintenant. C'est-à-dire c'est un programme de justice sociale, je dirais non pas à minima, mais un programme de justice sociale qui fasse que sur les 50% de Français qui ont du mal à finir leur fin de mois, on les aide à finir leur fin de mois. Voilà un consensus possible à l'Assemblée nationale. Il y a plein d'autres sujets, c'est difficile, mais il peut y avoir un consensus possible sur le fait que on n'accepte plus que dans notre pays, 50% des gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois. C'est le consensus possible sur l'argent magique. C'est le consensus possible. On peut tous être d'accord à distribuer de l'argent. Jean-Luc, il n'est pas plus magique avant que le nouveau Front Populaire soit en tête, légèrement en tête, mais en tête, qu'après, il n'y a pas... L'endettement, je l'invente pas. Le fait entendre des leçons, je me répète et je termine là-dessus, par des gens qui ont été ministres maintenant depuis plusieurs années, qui gouvernent la France depuis 7 ans, c'est un peu gros quand même. Benoît Perrin. Alors, Jean-Luc Benamias, je partage complètement votre analyse sur les donneurs de leçons. C'est sûr que ça fait toujours un peu sourire quand on voit le ministre des Finances, qui est donc à la tête du ministère des Finances depuis 7 ans, qui donne des leçons de bonne gestion. Je suis d'accord avec vous, les déficits ont explosé, la dette a explosé, la balance commerciale a atteint un niveau record l'année dernière de toute l'histoire de France. Déficitaire. Effectivement, les destructions d'entreprises, on en voit tous les jours. Donc le bilan donc vous soutenez le programme économique social du Front Populaire. C'est difficile d'obtenir des leçons, de recevoir des leçons de la part de quelqu'un qui a mal géré les finances de l'État, donc finalement les finances des Français, pendant 7 ans, on est d'accord. En revanche, ce qui m'a frappé quand je lu votre programme, je me suis vraiment... j'ai cru voir mon enfant de CP
très concrètement, se présenter à l'élection des délégués de classe et dire moi je veux plus de bonbons pour tout le monde, pas de travail à la maison le soir, et s'il vous à la écoute là, il doit pas tous être les content jours. parce que je suis sûr que c'était plus sérieux que ça. Un truc quasiment enfantin. Et j'avais même l'impression de revivre le mythe, je crois que c'est vrai, cette histoire des 35 heures qui a été décidée sur un coin de table par DSK avec Valls et ses copains au moment de la dissolution de 1997. J'y viens. Populaire, et donc on a vraiment l'impression qu'en fait vous ne pensiez presque jamais gagner, et du coup vous avez raconté, pardon de dire ça, mais un peu n'importe quoi. Vous avez promis de l'argent à tout le monde. J'aimerais que l'argent tombe du ciel. Je vous promets que j'aimerais beaucoup distribuer de l'argent à tout le monde sans que ça ait de conséquences sur nos comptes publics. Mais le problème aujourd'hui, c'est que vous avez promis l'impossible et vous allez profondément décevoir vos électeurs. La dernière fois qu'on a goûté à ce genre d'alliance et de programme, c'était 1981. Et je pense qu'on s'en souvient tous et qu'on s'en est jamais remis. Passer le SMIC à 1600 € net d'un coup, j'ai eu des chefs d'entreprise depuis plusieurs jours au téléphone, c'est le licenciement de 10 à 15% de leurs effectifs. C'est une explosion des chiffres du chômage à l'instant où c'est mis en place. Parce que c'est pas seulement les personnes qui sont au SMIC, c'est aussi toute la chaîne des salaires qui s'en suivent. Et proposer cela, c'est être totalement inconscient du risque que ça va faire peser sur les petits salaires et sur les personnes à ce niveau-là de rémunération. J'allais dire que nous en sommes tellement conscients au Front Populaire, au nouveau Front Populaire, que vous avez oublié quelque chose, c'est que il y a un côté marqué dans le programme des aides évidemment aux TPE, PME. Bien sûr que les grandes entreprises peuvent toujours arriver à faire même il pourrait y avoir un SMIC à 2000, les grandes entreprises y arriveraient très bien. Le problème, et c'est un problème conséquent, c'est comment on aide les TPE, PME dans notre pays. Et je pense aux artisans en même temps. Mais là, Jean-Luc, vous allez encore une fois, créer de l'administratif. Vous allez encore une fois, avec cette politique du chèque, vous avez encore des fonctionnaires qui vont devoir faire des chèques à des entreprises. Ensuite, des fonctionnaires qui vont voir si effectivement telle ou telle entreprise, et voilà exactement, mérite ces aides. Oui. Vous allez encore complexifier le monde administratif des entreprises, alors qu'au contraire, ce que veulent les chefs d'entreprise et les Français de manière générale, c'est au contraire une simplification. Il y a trop de normes en France et trop de contrôle. Qu'est-ce que propose la droite de la droite dans cette affaire? D'abord, j'avais envie de dire à Jean-Luc, parce que vous n'êtes pas loin, vous vouliez augmenter aussi. Alors, Jean-Luc était d'accord avec moi sur le proportionnel, je serais d'accord avec Jean-Luc sur le fait que Bruno Le Maire est vraiment le dernier à pouvoir donner des leçons à qui que ce soit, vu la situation dans laquelle le gouvernement a mis le pays. C'est la question maintenant, c'est le programme et la France demain. C'est quand même essentiel, il n'est pas crédible du tout. Ils ont vraiment sorti le mauvais acteur pour critiquer le problème du NFP, vraiment. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que, effectivement, ce que propose cette gauche-là, c'est actuellement, on l'a entendu dans le discours de Jean-Luc, c'est de dire, regardez ce qu'on fait, c'est pas très gros, c'est pas très méchant, ça va pas changer grand-chose, c'est juste un peu de social-démocratie à l'allemande, et puis tout va bien se passer. Non, c'est un programme d'extrême gauche, il faut que les Français l'entendent très bien. Là, ils ont joué, vous, l'extrême droite, de proposer la même chose. Non, pas du tout. Ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu du second tour, honnêtement, en faisant campagne à fond pendant que... vraiment, c'est la gauche qui a fait énormément de campagne et qui s'est joué du mode de scrutin pour faire en sorte de faire croire qu'elle a gagné. Maintenant, elle essaie de nous dire, on a un problème d'extrême gauche, mais en fait, non, c'est juste la social-démocratie. Ils veulent l'imposer, ils vont chercher à avoir un Premier ministre comme ça. Moi, j'espère qu'il y aura un Premier ministre plutôt de tendance de droite, comme je vous l'ai dit à l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est très simple. Éric Zemmour l'a dit. Pendant la campagne présidentielle, il le répète depuis qu'on a lancé Reconquête. Le pouvoir d'achat des Français, c'est ce que l'État ne vous prend pas tous les mois. Donc c'est la baisse des impôts. C'est la baisse des impôts. On a un système kafkaïen avec des administrations qui se multiplient. Il faut faire des coupes drastiques dans des dépenses, dans des subventions diverses. Vous savez, par exemple, qu'on donne de l'argent à la Chine, voilà, une économie énorme. Et en fait, la France finance la Chine. Elle donne de l'argent au monde entier. On sait très bien qu'on a des dépenses qui sont délirantes en aide sociale. En aide sociale, par exemple, pour les étrangers qui n'ont pas cotisé. Bref, tout ça est délirant. Les Français se rendent bien compte qu'effectivement, le pouvoir d'achat a baissé. On le sait depuis les Gilets jaunes. On le sait encore plus depuis qu'il y a les factures d'électricité et l'inflation. Donc, il y a une urgence pour les Français d'abord, de baisser les impôts pour leur rendre du pouvoir d'achat. Benoît Perrin. Je crois que le point central, Jean-Luc, je pense que vous l'avez évidemment compris, c'est qu'à force de faire des cadeaux à tout le monde sans pour autant que ce soit financé, vous comprenez quand même l'appréhension des citoyens français sur, quand vous dites par exemple, vous voulez revenir sur la retraite, ça va coûter 60 milliards d'euros par an à la France, donc aux Français, vous voulez bloquer les prix, vous voulez augmenter le SMIC, on en a parlé, donc dans la fonction publique, ça coûtera 4 milliards d'euros, vous voulez augmenter de 10% le point d'indice, ça va coûter pour les comptes publics 20 milliards d'euros. Vous comprenez quand même que on aimerait tellement
vraiment tous faire des cadeaux à tout le monde, sauf qu'en fait, je crois qu'on est adulte, et donc quand on est adulte, on est responsable. Et quand on construit un budget, on met en face des dépenses, on met évidemment des recettes. Et alors vos recettes, c'est augmenter l'ISF, c'est mettre en place des taxes sur les super profits, c'est augmenter le nombre de tranches d'impôts. Autrement dit, c'est de faire payer ce que vous appelez les riches. La vraie difficulté, c'est que si on met ça en place, et vous le savez très bien, les riches vont partir alors qu'enfin ils revenaient davantage qu'ils ne partaient depuis la suppression de l'ISF. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des classes moyennes qui vont devoir supporter les hausses d'impôts que vous avez prévues. C'est ça la difficulté, c'est que vos promesses ne sont pas financées. Thomas, Alexandre. Bien évidemment. Quand François Hollande a été élu président de la République, pendant l'été, ça a été la fête. Ça a été la fête, on a embauché des dizaines de milliers d'enseignants. 2012. On a fait des cadeaux en pagaille, etc. Sauf que le réveil a été terrible. Il a fallu augmenter les impôts. Personne dans cette campagne, à part la droite et le centre, n'a parlé de la réduction des déficits, de la réduction de la dépense publique. On a quand même 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis 2017. L'année dernière, l'État a emprunté 170 milliards d'euros. On trouve ça normal. On n'a plus aucune conscience de la réalité des chiffres. Les fois où on s'est retrouvé à ces niveaux de déficit budgétaire, c'était pendant la crise des subprimes en 2008. Et c'est arrivé une seule fois. Et dans les autres années du quinquennat Sarkozy et Hollande, jamais on a été à 170, 180 milliards de déficit. Surtout qu'en plus, on nous a sorti le Covid. Ok, le Covid, mais le Covid c'était en 2020, en 2021. C'était pas en 2023. 2023, mes amis, 170 milliards de déficit public. Mais comment on le justifie? Comment on explique ça à nos enfants qui vont devoir un jour vivre des catastrophes économiques, sociales, mais sans précédent? Et là, la proposition du programme... N'oubliez pas les catastrophes écologiques. Tout à fait. Et le programme de la NFP, c'est le mur de 81 qui va venir devant nous. Et où, au final, Mitterrand a été obligé de faire machine arrière, privatiser les banques à nouveau, etc., etc. Parce que personne ne voulait nous prêter d'argent. C'est pour ça qu'il a changé d'avis en 83. C'est Balladur qui a fait les privatisations. Non, c'était des conclusions de la construction de l'Union européenne, et c'était dû à la construction de l'Union européenne. Alors après, je pense qu'il y a des marges de manœuvre par rapport justement à la Commission européenne et par rapport au Conseil européen. Et à ce niveau-là, le poids de la France, malheureusement avec M. Macron, a terriblement baissé au niveau de l'Union européenne. Je pense que des discussions sont possibles. Oui. D'ailleurs, l'Allemagne se débrouille très bien pour ça. On verra ça tout à l'heure, et on voit quand même, Jean-Luc, qu'on est dans le débat. Ça nous ramène au débat que nous avions tout à l'heure sur les institutions et sur la France du déni. Au fond, le président de la République peut partir assez cool à Washington pour l'OTAN, parce que pendant ce temps-là, comme vous n'étiez pas d'accord et que ce que vous proposez tous semble complètement irréaliste, il dit on laisse le marigot fonctionner, on verra quand je reviens. Allez, on se retrouve tout de suite pour Mettez-vous d'accord pour notre dernière discussion avant midi. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord. Oui, on va voir s'ils se mettent d'accord finalement d'ici à midi, nos quatre débatteurs. Alors, Jean-Luc Benamias était avec nous, il a dû nous quitter, mais on le retrouvera bientôt. Samuel Lafont, du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Thomas Elexhauser, secrétaire général des Centristes. Et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Je vous propose de revenir sur une question, parce que, a priori, même si Samuel Lafont appelle de ses voeux leur arrivée au pouvoir avec une alliance avec, pourquoi pas, le bloc central, c'est une chimère, mais pourquoi pas. On peut tout proposer ici. Quel est l'avenir, à vos yeux, de la droite française, la droite classique républicaine, et puis l'extrême droite, parce que par exemple Bruno Retailleau, qui est un des patrons de ce qui reste des LR, nous dit hier, c'était sur TF1 hier soir, la marque LR est morte. Samuel Lafont. Alors, il y a une différence entre les électeurs et les partis politiques. Il y a toujours une tendance de droite classique dans le pays qui perdent de la place de plus en plus, notamment parce que le parti UMP puis LR n'a pas su répondre aux attentes des Français sur plein de sujets, notamment sur l'immigration, la sécurité et les baisses d'impôts. Mais le vrai problème des LR, c'est clairement, vous le disiez à l'instant, la marque LR. En fait, il y a eu Éric Ciotti qui est parti avec quelques personnes en alliance.
Il a raté son coup. En alliance avec le RN. Vous avez des LR qui sont un peu perdus. Vous avez quand même des gens qui étaient LR ou anciens LR qui ont appelé à voter communiste contre leur Rassemblement national. Donc c'est très très compliqué maintenant pour, vous le disiez, la marque LR de se faire comprendre, de se faire entendre du public, puisque on sait pas trop. Retailleau a raison, la marque est morte. On sait pas trop. Oui, mais lui il fait ça pour une bonne raison. C'est que Retailleau lui veut lancer sa propre marque, sauf qu'il y a un petit souci de com, sans être désagréable, mais il dit je vais lancer une nouvelle marque, mais on sait pas pourquoi et on sait pas quel est le nom. Donc c'est pas le moment de lancer sa marque. Mais Thierry, la droite et le centre a quand même résisté dans cette crise politique que nous traversons, puisque sans accord, sans alliance d'aucune sorte avec les gros blocs, plus de 60 députés ont été élus, voire réélus. Le problème aujourd'hui que l'on a, c'est l'absence d'un projet qui attire à nouveau la confiance des Français. Et depuis Sarkozy 2007, il n'y a pas eu de révolution des idées, il n'y a pas eu de transgression portée par les différents cadres et leaders qui se sont succédés à la tête des Républicains. Pourquoi ça ? Parce qu'aujourd'hui, les idées sont... Parce que la machine n'a pas su se réinventer. Parce que le clivage s'est fait ailleurs. Et moi, j'en appelle à des personnes comme David Lisnard, le président des maires de France, président de Nouvelle Énergie, pour faire en sorte que la machine se réinvente, qu'on propose aux Français un nouveau projet. Quand le clivage s'est fait ailleurs, entre le centre et la gauche, et puis de l'autre côté, l'extrême droite. Si la droite avait disparu, elle n'aurait pas fait 60 députés dans le contexte qu'on a vécu. C'est qu'il y a quand même une partie des Français qui ont encore confiance localement dans cette famille politique. C'est sortir du système kafkaïen. En fait, on a bien vu ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle. Vous ne parlez jamais du fond. C'est quoi l'idée centrale ? Je vais vous dire. Alors, il y a deux sujets. Juste je termine. Il y a d'abord, on a bien vu ce qui s'est passé. Il y a les hommes et les idées. On a bien vu ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle de Valérie Pécresse, où en fait il y avait plein de chapeaux à plumes, mais que personne travaillait véritablement, tout le monde s'entretuait, et derrière il n'y avait pas de campagne. Donc vous avez beau avoir un organigramme avec 45 personnes, si personne ne fait campagne, mais derrière vous n'avez pas de campagne, et puis vous avez le résultat qu'a eu Valérie Pécresse, qui a fait moins de 5% en 2022. Ça c'est le premier élément, c'est les hommes. Et on a vraiment cet organisme où en fait il y a plein de gens que leurs affiliés, et qui ont du mal à se mettre d'accord sur une idée. Et donc aujourd'hui, il est impossible pour cette droite classique, en tout cas, de dire ce qu'elle veut faire pour le pays. Moi, je vais vous dire, pour Reconquête, c'est très simple. On a deux axes. Un, le courage de la vérité. Même si les vérités déplaisent, on veut les dire aux Français. On veut faire le porte-voix des Français. Ça, c'est le premier axe. Ouais. Et deuxième axe, c'est qu'on veut être partout sur le terrain. C'est reconnu, y compris par nos concurrents, nos adversaires. C'est quoi l'idée centrale que porte votre droite, par exemple ? Votre droite. Mais la droite de Samuel Lafont, c'est pas la même droite que la mienne. Non, mais très bien. Mais alors, c'est quoi votre idée centrale ? Ça, c'est du marketing. Vous me parlez, dire la vérité aux Français. Tout le monde veut dire ça. Non, c'est pas du marketing. C'est pas du marketing. C'est extrêmement important. C'est de dire, il y a des sujets dont on ne parle pas. Il faut qu'on puisse en parler systématiquement. Mais lesquels ? Contre le politiquement correct. On peut parler de tous les sujets sur l'immigration, par exemple, sur ce qui s'est passé sur la sécurité. Vous avez eu pendant des années une omerta en France qui a été sur ce sujet. Les noms des agresseurs ne sortaient pas, on faisait semblant de croire qu'il n'y avait pas de lien entre l'immigration et la sécurité. Il faut le dire. Et sur le terrain, c'est extrêmement important pour nous. On veut aller dans tous les départements, toutes les circonscriptions, tous les cantons, toutes les communes. On a des fédérations qui sont extrêmement bien tenues, avec des militants très importants, des militants qui vraiment sont très impliqués sur le terrain. On l'a vu aux européennes, on l'a vu aux législatives. Ils vont continuer, on va aller partout en France. Ouais. C'est quoi votre droite, Thomas ? Pour moi, la droite, c'est une droite qui parle de la liberté, de redonner de la liberté économique, aux Français. Essentiellement. Oui, mais aussi de responsabilité individuelle. C'est le cheval de bataille de David Lisnard que vous venez de nous citer. Oui, c'est la formidable, liberté, la responsabilité. Je pense que c'est aussi une gestion rigoureuse des finances publiques. Nous sommes les seuls à en parler. Personne n'en a parlé dans cette campagne, à part nous, à part notre famille politique. On ne peut pas continuer comme ça à avoir plus de 3 000 milliards d'euros de dettes. Et pour augmenter les salaires, il va falloir dégager des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre vont venir par la réforme, par la suppression des comités, des entités, des sous-directions qui cumulent à des rémunérations et à des nombres d'échelons au niveau local, etc., qui sont impossibles dans le monde actuel. Et c'est ça que nous allons défendre. Benoît Perrin, c'est quoi la droite ? Je crois qu'une des leçons... Alors, moi, comment elle peut se réincarner ? J'ai pas de leçons à donner aux partis politiques, mais ce qui me frappe, c'est quand même que les leçons... on parlait tout à l'heure de Jean-Luc Benamias qui faisait des cadeaux à tout le monde, mais objectivement, je parle... Il est pas là, donc on va le laisser se défendre la prochaine fois. Il est parti. Je lui ai dit ce que je voulais lui dire. Okay. En revanche, que ce soit le bloc républicain ou que ce soit le Rassemblement national, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je trouve que c'est la leçon de cette élection législative, c'est qu'en fait, on a promis des cadeaux à tout le monde, on s'est jamais posé la question des financements, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez moins de recettes parce que vous faites des baisses d'impôts et que vous ne touchez pas la dépense publique, et ben vous avez vos déficits qui s'accroissent, et donc du coup, une dette qui continue de monter.
Le sujet central, me semble-t-il, et c'est évidemment un thème que nous portons à Contribuables Associés, c'est-à-dire la baisse de la dépense publique est prioritaire, ouais, doit être prioritaire en France. Sauf que personne ne dit où. Droite ou gauche. Qu'est-ce que vous supprimez demain? Parce qu'on est tous bénéficiaires d'un truc qui est le système public. Et on réforme l'État en profondeur. Vous avez raison. Oui, mais d'accord, mais quoi? On supprime quoi pour faire des économies? On supprime des directions, on supprime des pans entiers de comités qui ne servent plus à rien. Alors, vous avez raison, mais vous passez à côté de l'essentiel. Vous passez à côté de l'essentiel. L'essentiel, sur 1 000 € de dépenses publiques, vous en avez 570 qui sont consacrés à la protection sociale. Si vous ne touchez pas à la protection sociale, c'est-à-dire au système des retraites, très concrètement, à la fraude dans l'assurance maladie, au système de chômage, même aux aides au logement, vous ne pourrez pas baisser la dépense publique. Il faut la protection sociale, c'est encore une fois à peu près 57% de la dépense publique. Après, vous avez l'État, mais l'État, on a fait beaucoup de choses. Mais vous avez raison, il y a quand même énormément de gains à faire sur des agences, sur des comités de et compagnie. Il est évident qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Il est évident que les collectivités locales doivent faire des efforts, plus 44% en 20 ans d'embauche dans les collectivités locales. Il y a des économies partout à faire. Un mot sur les Républicains, si vous me permettez, Thierry. Très court, parce que vous vouliez pas parler de parti. Moi, je voudrais qu'on vienne au RN. Dans les Républicains, c'est que vous avez le local, vous avez le national. Au niveau national, ils ont du mal à savoir où ils habitent, parce qu'ils ont du mal à expliquer clairement quelle est leur différence avec Macron. Quelle est leur différence avec le Rassemblement national. Mais en revanche, localement, faut pas l'oublier, ils sont très forts parce qu'ils sont très implantés. Ils ont cette région, ils ont des grandes villes qu'ils gèrent. Donc autrement dit, localement, ils sont encore très implantés et très forts. Au niveau national, ils ont du mal à se distinguer des autres. Donc non, je pense qu'ils ne sont pas morts. Alors il nous reste 3 minutes pour parler du RN, parce que Jordan Bardella a concédé hier, depuis dimanche soir, des erreurs. Très bien. Et puis là, qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Gilles Pernel, le directeur du parti, qui est un peu l'opérationnel, le délégué général, je sais pas comment on peut l'appeler, il est viré. Il s'en va. Bon, c'est pas des méthodes très originales, et puis surtout, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire l'autoritarisme très clair. On dit qu'on prend des responsabilités, puis en fait, la promesse n'était pas tenue. On nous a promis la promesse de Jordan Bardella, du renouveau, de la jeunesse, d'une nouvelle génération d'élus, de militants du RN. On a bien vu dans la désignation des candidats que cette promesse-là ne tenait pas la route. Et qu'en réalité, il y a une crise au sein du RN. Et qu'en réalité, on avait cette affiche de ce jeune élu qui n'a d'ailleurs jamais travaillé de sa vie, qui n'a peu ou pas de diplôme, et que derrière, c'était la vieille garde, c'était toujours les mêmes idées, et c'est ces idées-là qui ont suscité ce bloc républicain. Et je donne juste un dernier mot pour finir, c'est que même si le RN, pour moi, n'a pas les bonnes solutions, elle a un écho. Et l'écho dans les campagnes, dans la ruralité, il est énorme. Et chez moi, dans ma circonscription, vous avez des villages où ils font 65% au second tour, et ce sont les villes qui résistent. Mais les campagnes ont donné cet écho. Il faut l'entendre. Samuel Lafont, Jordan Bardella sauve sa peau en faisant sauter le maillon faible. Gilles Pernel, son directeur général. Je pense que c'est un peu gros. Moi, j'ai pas du tout envie de tirer sur l'ambulance. Je pense c'est qui l'ambulance? C'est Jordan Bardella qui est dedans, c'est Pernel? Il y avait vraiment une grande envie avant le premier tour, qu'il a peut-être eu un manque de campagne au second tour, mais l'essentiel n'est pas là. Il porte le chapeau des mauvais candidats. L'essentiel n'est pas là. Franchement, le vrai sujet, on en a parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus, mais c'est le mode de scrutin. C'est d'abord le sujet, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas les députés qui devraient avoir. Pour boucler la boucle. Mais c'est essentiel. C'est essentiel. C'est à cause du mode de scrutin qu'il n'y a pas les députés qui devraient représenter les Français. Et pour moi, ce qui compte pour moi derrière. C'est pas ça qui a fait l'incompétence de gens qui peuvent pas enchaîner les Français. C'est que les Français. Non mais mauvais casting, ça n'a rien à voir avec la proportionnelle. Sauf que les élections législatives, c'est les élections nationales. Ça dépend pas des candidats ici ou là. Ce qui a fait ce résultat, c'est le mode du scrutin, qui est un mauvais mode de scrutin et qu'il faut qu'on change par la proportionnelle. Donc aujourd'hui, Jordan Bardella est pointé du doigt par certains en disant qu'il aurait fait une mauvaise campagne. Non, c'est pas vrai. Le problème, c'est le mode de scrutin. Maintenant, ce qu'il faut voir chez Reconquête, c'est qu'on a des différences à marquer pour la suite. Moi, j'invite évidemment un maximum de Français à rejoindre Reconquête pour la suite, à participer au combat, comme je vous l'ai dit. L'ancrage, on en a parlé en parlant des maires LR, est extrêmement important. C'est pourquoi Reconquête va se lancer partout, dans tous les cantons, toutes les communes, pour préparer les municipales et pour être ancré localement et pour se faire l'écho de ce que disent les Français. Mettez-vous d'accord et adhérez à Reconquête. Pourquoi il y a tant de Français qui ont voté? Il est venu pour ça ce matin. Pourquoi il y a tant de Français qui sont déçus là? Et qui les aident déçus simplement parce qu'ils vont se dire ma voix. On peut pas faire de la pub gratuite sur Sud Radio.
Radio, ça marche pas. Ma voix n'est pas entendue. Ma voix n'est pas entendue, Ben. On doit la faire entendre. Merci à vous trois, messieurs. Merci aussi à Jean-Luc Bennias qui était avec nous. Merci à Juliette et à Maxime. Et ce sera dans un instant Sud Radio dans tous ses états avec l'immense Philippe David. À tout de suite, à demain sur Sud Radio. Bonne journée à tous. Merci.